Salut et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Gaël, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de la douleur lombaire avec le Dr Clavet qui avait déjà été avec nous dans une interview précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir parce que c'était très enrichissant. Nous avons parlé de la douleur lombaire et sciatique, surtout de l'aspect clinique et les conseils de comment prévenir ces douleurs-là. Aujourd'hui, il revient avec nous parler du diagnostic et du traitement. Comme je vous l'avais dit, comme il s'était déjà présenté la dernière fois, le docteur Clavet, c'est un médecin anesthésiste et dans le domaine de l'anesthésie, il s'est spécialisé dans le traitement de la douleur chronique. Bonjour docteur Clavet et merci une fois de plus d'être avec nous. Nous allons aller pile poil dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on diagnostique une douleur lombaire ou sciatique? Bon, le problème des douleurs lombaires, c'est un problème qui est assez inespécifique. D'abord, le diagnostic doit être clinique. Il faut s'appuyer surtout sur l'histoire de comment a débuté les symptômes chez le patient. Donc, on doit faire aussi une bonne examination physique et voir un peu tous les facteurs qui déclenchent le problème. Après, on pourra faire des épreuves complémentaires qui peuvent nous aider à arriver au diagnostic. Par exemple, des radiographies, une tomographie ou plus, une IRM. D'accord, ok, super. Une fois qu'on a le diagnostic de hernie discale, quel est le pas suivant pour le traitement? On va directement au bloc, on va se faire opérer? Le traitement des problèmes lombaires et de la lombosciatique, il a plusieurs phases. Donc, normalement, on va de moins agressif à plus agressif. Initialement, ce qu'on doit faire, c'est un traitement conservateur. D'accord. Donc, avant, on recommandait beaucoup le repos au lit. Et maintenant, on sait que le repos au lit, est perjudiciel. D'accord. Parce que ça produit beaucoup d'atrophie musculaire. Donc, on recommande surtout une activité physique normale, mais en évitant les déclenchants du ce qui provoque la douleur. Ouais, c'est ça. Donc, ça avec une physiothérapie adaptée à la douleur et les médicaments antalgiques. Qui vont avec. Vous avez parlé de physiothérapie. Quel est le rôle de la physiothérapie dans le Bon, la physiothérapie est très importante dans ces problèmes. La physiothérapie, d'abord, elle aide à améliorer la douleur au début. Elle aide à aussi flexibiliser les muscles de la zone et elle aide à renforcer toute la zone, les muscles, les ligaments. D'accord. Ça, c'était, disons, la première phase du traitement. Vous avez dit que c'était la première phase, c'était le traitement conservateur. Après le traitement conservateur, la deuxième phase, c'est la chirurgie? Non. Justement... Vous voyez que je veux me faire opérer. Hein. Non, la deuxième phase du traitement est justement ce qu'on fait dans la clinique de la douleur chronique. D'accord. Il y a beaucoup de procédements qui sont des interventions non chirurgiques, mais qui se font en bloc opératoire. Oui, c'est ça, dans une salle d'opération. Par exemple, dans le cas des hernies discales, on peut faire des infiltrations épidurales. Ce qu'on fait aux femmes enceintes dans les travaux de part. Donc, on le fait dans une salle d'opération, mais ça peut se faire de forme ambulatoire. Donc, la personne vient, se fait l'infiltration et peut aller à la maison après le traitement. Aussi, il y a beaucoup de traitements qui sont avec la radiofréquencie. Que, par exemple, les pathologies dégénératives comme l'arthrose, on peut faire un traitement directement sur les nerfs qui vont à cette articulation pour les dénerver et couper la douleur à niveau du messager. D'accord. Et quand est-ce qu'on dit maintenant on va opérer? Bon, la troisième phase, c'est la chirurgie. Il y a quelques cas où on décide d'opérer directement. Par exemple, dès le début des symptômes. Il y a des symptômes qui, eux, peuvent être graves. Par exemple, une altération complète
motrice. D'accord? On ne peut pas bouger la jambe. On ne peut plus du tout bouger la jambe. D'accord. Donc, il y a un nerf qui est complètement coincé, c'est ça. Donc, en ces cas-là, on recommande surtout dès le début de la chirurgie. Donc, il y a des douleurs aussi qui sont résistantes à les 2 premières phases qu'on a parlé. Par exemple, au traitement conservateur, au traitement aux infiltrations. Et quand même, il continue à avoir des douleurs au-delà de 6 mois. Donc, en ces cas-là, on peut aussi aller à la chirurgie. D'accord. Et une fois ces patients, en fait, dans le processus de traitement conservateur et ou chirurgical, quelles sont les expectatives, quels sont les espoirs, disons, pour ces patients à moyen long terme? D'accord, il faut distinguer surtout qu'à niveau lombaire, il y a des pathologies qui sont dégénératives et non dégénératives. Les pathologies dégénératives sont à cause de leur vieillissement du corps. Donc là, il n'y a pas de marche arrière dans le vieillissement. Il n'y a pas de cure encore pour l'envieillissement. Mais on peut traiter les symptômes produits par cette pathologie dégénérative. Surtout l'arthrose, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure. Et donc, les symptômes peuvent être traités et améliorer la capacité et la qualité de vie de cette personne. Aussi, on peut, en donnant de bons conseils et une bonne activité physique, cette personne peut stopper un peu l'avancement de cette pathologie dégénérative. Après, il y a des pathologies qui sont non dégénératives qui, elles, oui, elles peuvent être guéries avec un bon conseil. D'accord, super. Et supposons donc que le patient a été opéré, bon, il a fait son traitement pharmacologique, il est passé par les 3 étapes. Il est quand même, il est connu que entre 80 et 90% ont du succès et tout va bien, la chirurgie va bien, le patient retrouve une vie complètement normale. Mais il y a quand même un 10% des patients qui continuent avec la douleur malgré tous les processus dont on a parlé avant. Pour ces patients-là, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Si on voit qu'il n'y a pas de complications chirurgicales, donc après, il faut voir s'il n'y a pas de problèmes qui sont causés par la chirurgie. Par exemple, je mets un exemple là. Quand on fait une libération de nerfs, il est très commun de voir qu'il y a une fibrose au côté du nerf. La fibrose, c'est comme une cicatrice qui se forme. En fait, quand on fait une blessure, après on se ferme, il y a une cicatrice. Donc quand on fait la chirurgie aussi, cette cicatrice, c'est ce qu'on appelle fibrose. C'est ça. D'accord. Normalement, la personne qui a une douleur sciatique, elle a le problème à cause de la compression du nerf. Donc, avant la chirurgie, c'était peut-être le disque qui comprimait le nerf. Et maintenant, c'est possible que ce soit la même fibrose après la chirurgie qui fasse la compression du nerf. Donc, il y a des techniques, surtout à niveau de la clinique de la douleur, qu'on peut enlever cette fibrose avec l'aide d'un petit fil qu'on peut mettre à cet endroit-là. D'accord? Donc, et si ce n'est pas un problème de fibrose aussi, il faut voir que la colonne, c'est un ensemble de beaucoup de choses, de muscles, de l'os, d'articulation. Donc, il y a d'autres problèmes qui peuvent perpétrer cette douleur n'étant pas le problème initial. C'est ça, complètement. Ok, super. Pourtant que tu viens du Paraguay, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est le système sanitaire là-bas et au niveau de l'anesthésie? Bon, au Paraguay, comme en Sud-Amérique, le problème principal, c'est les inégalités sociales. Les inégalités sociales s'expriment aussi dans le système sanitaire. Il y a un système sanitaire social qui est presque inexistant au Paraguay. Donc, les personnes qui ont un bon pouvoir économique, elles arrivent à faire des traitements même à l'étranger, même ici par exemple, quand les traitements sont compliqués. Mais bien sûr, les personnes les plus pauvres n'arrivent pas toutes les ressources sanitaires qu'on pourrait avoir. Ouais, un peu comme en
fois tu seras en ligne aussi. Oui. Ok. Est-ce que tu as eu la possibilité ou alors l'opportunité de recevoir des patients qui venaient du Paraguay pour se traiter ici? Oui, j'ai eu pas mal de personnes Comment ça s'est passé? Bon, bah, je pense que c'est assez angoissant, pas pour moi, mais pour le patient quand il vient ici. Et c'est pas la consulte médicale, c'est pas le traitement qui les angoisse le plus, mais c'est tout ce qui est autour du traitement. Oui, parce que quand tu arrives ici, par exemple, tu dois voir un logement, voir qu'est-ce qu'on va manger, par exemple, comment bouger ici dans la ville. Donc, c'est des problèmes qui, pour nous, c'est des choses qu'on n'en pense pas. Mais pour eux, pour les personnes qui viennent de l'étranger, c'est très difficile de voir tout ça. C'est des choses qu'on peut s'adapter après quelques mois, par exemple. C'est pour ça que moi, je pense que des entreprises comme le domaine médical apportent beaucoup aux personnes qui viennent ici. Parce que si tu enlèves toute l'angoisse qui va autour du traitement médical et cette personne peut se concentrer juste dans sa santé, dans son traitement, de bien le faire. Donc, je pense que c'est... oui, c'est 90% du succès du traitement. Voilà. Ouais. Non, et aussi, en même temps, aussi l'angoisse, on enlève aussi l'angoisse pour ceux qui sont ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, nous travaillons, nous avons des enfants, nous avons une famille et tout ça. Et quand une personne vient de l'extérieur aussi, on a une certaine pression, il faut l'accompagner. Parfois, il faut demander des permissions au travail, c'est toujours pas évident. C'est vrai que tout ça, c'est assez... nous, on essaie d'éliminer toutes ces barrières-là pour faciliter un peu la concentration du patient vers son traitement. Ok, super. La dernière fois dans notre entretien, tu nous as parlé tu nous as dit en fait que l'anesthésie, et tu étais le premier médecin anesthésiste, ça veut dire, de tous les entretiens que j'ai faits, que l'anesthésie n'était pas ta première option. Quelle était ta première option? Non, ce n'était pas ma première option. Ma première option, c'était la cardiologie. D'accord. Mais en fait, quand on est étudiant de médecine, on ne sait pas ce que c'est la vie d'un médecin, vraiment. On ne sait pas. On connaît les livres, on connaît les matières, on voit comment fonctionne le cœur, par exemple, et ça nous passionne. Mais après, par chance, j'ai pu connaître l'anesthésiologie, qui est une spécialité qui est assez transversale, qui touche presque tout. Et même la clinique de la douleur chronique, c'est un endroit où on a un rapprochement avec les patients étroit. On peut faire des conseils, on peut vraiment changer la vie de quelques personnes ici. Super, super. Que ferais-tu si tu n'étais pas médecin? C'est une bonne question. Mais je pense que la médecine, c'est une profession assez vocationnelle. Donc je pense que si je n'étais pas médecin, je serais justement, par exemple, la physiothérapie, c'est une profession qui m'intéresse parce qu'on peut aider les personnes. Même tout ce qui est autour du sport, par exemple, le coaching, je pense que c'est assez intéressant. Tout ce qui entoure l'humain, en fait. Oui, c'est ça. D'accord, ok, ben super. Merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous, de répondre à ces questions, qui vont beaucoup aider les gens. Et tu sais, tu reviens quand tu veux, et merci beaucoup d'avoir fait l'effort encore. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, partager et de vous abonner pour ne pas perdre des prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une longue vie en très bonne santé.